Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal débridé. Je suis content de vous revoir dehors. Ces dernières semaines, Shanghai a pu rouvrir ses portes, ses résidences, ses magasins tout doucement, même si certains quartiers sont de nouveau confinés. Et oui, dès qu'on détecte un cas, on reconfine la résidence concernée. Sinon, on prend l'habitude de faire des tests PCR tous les 2-3 jours pour avoir notre fameux QR code vert. Voilà pour le petit résumé de la situation. En tout cas, l'équipe du Journal débridé est dehors, juste à temps pour profiter de l'été qui commence. Rien que le fait d'être dehors, ça nous fait plaisir. Pour cette émission libérée du Journal débridé, je vous propose comme d'habitude de commencer par les nouvelles insolites et décalées sur la Chine. Bon d'accord, après 2 émissions dédiées au confinement à Shanghai, on s'était juré de ne plus vous en parler. Mais là, c'est pour l'amour de l'art. Monsieur Li, professeur d'art, a eu une initiative incroyable. Confiné à Shanghai avec sa fille de 4 ans, il a pris le temps de peindre sur son balcon. La vue qu'il avait de cet endroit lui a inspiré de magnifiques animations pour sa fille. Ces animations ravissent également nos yeux. Un bon moyen de s'évader un peu quand on ne peut pas mettre un pied dehors. Le thème de la sororité est porteur en Chine. Sororité quoi? Sororité, c'est l'entraide entre les femmes. La nouvelle web-série A Dream of Splendor, sortie en juin, connaît des débuts prometteurs. Avec en vedette la star de Mulan, Liu Yifei, le premier épisode a été vu plus de 800 millions de fois. Adapté d'un drame de la dynastie Yuan, 13e-14e siècle, la série raconte l'histoire de 3 anciennes courtisanes qui transforment une boutique de thé en un restaurant prospère. Un peu comme dans Plus belle la vie, quoi. Bande de copieurs. En France, comme disait VGE, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En Chine aussi, on a des idées pour faire fonctionner nos voitures sans pétrole. Après les voitures électriques, voici les voitures à énergie solaire. La ville de Tianjin a annoncé début juin le lancement du premier véhicule à énergie solaire de Chine. La voiture 3 places peut parcourir une distance d'environ 75 km avec une seule charge. Mais cela ne nous dit pas comment faire quand le temps est gris. Pas très recommandé pour le climat breton peut-être. Je rigole, j'ai vécu en Bretagne et je sais que le mauvais temps, ce n'est qu'une rumeur. Quand certains passent le bac en contrôle continu, pendant ce temps en Chine, on passe le Gaokao, le sésame pour aller à l'université. Il y a ceux qui ont dû passer cet examen important dans des conditions un peu particulières à cause du Covid. Rester enfermé dans son lycée pendant des semaines, ça ne fait pas rêver tout le monde. Et il y a ceux qui n'ont tout simplement pas de bol. Entre un étudiant qui se disloque le poignet juste avant le début d'une épreuve, celui qui fait tomber sa carte d'identité dans les toilettes, et un autre qui le passe pour la 26e fois. Il y a de quoi avoir des sueurs froides pour ces lycéens chinois. On parlera en détail des matières du Gaokao dans Sur le bout de la langue. En voilà un qui pourrait se présenter à l'émission télévisée « La Chine a un incroyable talent ». Ce retraité de 71 ans a réalisé une maquette d'un célèbre monument en seulement 8 mois. Liu Guocai est un maître du tissage du bambou de la province du Zhejiang. Vous ne saviez peut-être pas que le bambou pouvait se tisser, j'imagine. Liu Guocai et son fils Liu Yi ont créé une maquette du pavillon Tengwang, une célèbre tour chinoise de la province du Jiangxi. Le projet a requis pas moins de 2500 kg de bambou. Déjà détenteur de nombreux prix à l'international, l'artiste n'en est pas à son coup d'essai. Regardez ça, c'est admirable. Pour transmettre l'art du tissage du bambou, Liu Guocai a publié un livre intitulé « Explorer l'origine du tissage du bambou ». Pendant les 2 mois de confinement de Shanghai, les vlogs de cuisine maison de Corentin Delcroix ont été une source de réconfort. Apaisant et appétissant, disent les internautes chinois. 大家好，我是光盘。我们在法国吃鱼汤的方法和在中国不同。 Sur Douyin, la version chinoise de TikTok, le chef français, connu sous son nom chinois Guangtan, compte déjà 1,33 million de fans. Il propose non seulement des recettes françaises, mais également des plats chinois. Il s'amuse parfois à mélanger les deux. Un vrai régal pour le plus grand bonheur des gourmands. Miam miam. C'est tout pour l'actu de ce mois-ci. On passe à la rubrique suivante. Maintenant que le confinement est levé à Shanghai, nous en profitons pour sortir. Aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vous propose de découvrir un service qui cartonne en Chine. Daijia, Dai, remplacer, Jia, conduire. Avant tout, un petit rappel. La Chine applique la tolérance zéro en matière d'alcoolémie au volant.
Imaginons que vous conduisez pour aller dîner au resto et vous en profitez pour boire quelques verres. Rapidement, vous vous rendez compte que pour rentrer chez vous et aller au boulot le lendemain, c'est la galère, car vous ne pouvez pas conduire en ayant bu. C'est là que ce service Taijia joue son rôle. Après une soirée arrosée, vous pouvez choisir sur différentes plateformes ce service. Trouvez un chauffeur remplaçant qui vient vous retrouver pour vous ramener chez vous sain et sauf au volant de votre voiture. C'est un service payant proposé par de nombreuses plateformes. La tarification varie en fonction de la demande. Mais les tarifs sont déterminés par un forfait de base avec un supplément pour chaque kilomètre supplémentaire. Il faut compter environ 60 RMB, à peu près 9 euros, pour un trajet d'une vingtaine de kilomètres en pleine nuit. Ce tarif modéré est accessible aux classes moyennes chinoises. Cette industrie a connu un taux de croissance annuel composé de 41,4% de 2016 à 2020. Et on s'attend à ce qu'elle continue de croître à un taux de croissance de 27,6% de 2021 à 2025. En septembre 2020, le nombre de chauffeurs à travers le pays dépassait 120 millions et le nombre total de commandes dépassait 1 milliard. Ces chauffeurs sont facilement reconnaissables le soir. Ils sont souvent munis d'un petit vélo électrique pliant. Ils travaillent généralement de 8 h du soir à 5 h du matin, surtout le week-end. Ils gagnent en moyenne 6 000 et 7 000 RMB par mois, sans compter les pourboires. De plus en plus de Chinois font donc ce travail à temps partiel. En 2021, on comptait près de 760 000 entreprises liées à cette activité. Il suffit d'ouvrir votre smartphone et en 2 clics, vous aurez déjà une longue liste d'entreprises proposant ce service. Mais le leader du marché reste Didi Taijia, qui appartient au fameux groupe Didi. Avant le boom des applications mobiles, il existait déjà ce type de chauffeurs, mais ils opéraient par le biais de contacts privés avec les restaurants, ce qui entraînait des frais élevés et parfois des arnaques. Aujourd'hui, le secteur est beaucoup mieux surveillé par les autorités. Le service Taijia opère actuellement dans plus de 400 villes chinoises et il a encore un bel avenir devant lui. Voilà, on peut faire un camping tranquillement ce soir jusqu'au bout de la nuit, car on pourra toujours faire appel à un Taijia. Juin, c'est le mois des examens. Cette année, en France, plus de 520 000 élèves ont passé les épreuves du bac, tandis qu'en Chine, près de 12 millions de candidats ont passé le Gaokao, soit une augmentation de 1,15 million par rapport à l'année dernière. Petite précision, à Shanghai, les épreuves ont été reportées d'1 mois à cause du confinement. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on ne va pas parler du système scolaire chinois, car pour ça, je vous invite à revoir l'émission 14 du journal débridé. Nous allons parler des matières que les jeunes Chinois doivent passer au Gaokao. D'abord, un petit rappel. Gaokao, Gao au grand, Kao, test, examen. On peut presque le traduire par l'examen le plus haut. C'est le sésame d'entrée pour les études supérieures. On dit souvent qu'il a un niveau équivalent au bac français. En réalité, le Gaokao ressemble plus au concours des CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. C'est une vraie compétition pour les adolescents. Voyons ensemble les noms des matières. Première matière importante, la langue chinoise. Vous me direz Hanyu, la langue des Han. Non. Zhongwen, les caractères chinois. Non, il est vrai qu'on emploie souvent ces 2 termes pour désigner la langue chinoise. Mais lorsqu'il s'agit de dénommer la matière pour les élèves chinois, on dit Yuwen, abréviation de Yuyan, langue, et Wenzi, caractère et écriture. Deuxième matière importante, les mathématiques. Cela se dit Shu-Xue. Shu, 4e ton, signifie les nombres, les chiffres. Xue, étude. L'étude des chiffres, c'est les maths. Super logique comme d'habitude. Une petite remarque. Le premier caractère, si vous le prononcez au 3e ton, Shu, cela veut dire compter et cela devient un verbe. Je sais, c'est compliqué les tons, mais c'est Shu, non? Troisième matière importante, la langue étrangère. Waiyu, Wai, extérieur, Yu, la langue. Il faut savoir que la plupart des élèves apprennent l'anglais. Yingyu, Ying vient évidemment de Yingguo, le Royaume-Uni. Néanmoins, depuis 3 ans, le français Fayu est parmi les 6 langues qu'on peut choisir pour passer cet examen de langue étrangère. La langue chinoise, les maths et la langue étrangère sont ainsi 3 matières obligatoires et il n'y a pas de coefficient comme en France. Ensuite, il existe 6 autres matières, dont 3 scientifiques et 3 littéraires. La physique se dit Li, ou objet, li, raison. La raison des objets, c'est la physique. Je trouve ça logique. En français, c'est pas facile entre la physique et le physique. C'est un peu un casse-tête chinois pour ceux qui apprennent le français.
La chimie se dit hua xue, hua, changer, transformer. Xue, étude. C'est l'étude des changements et des transformations. C'est assez clair et simple à comprendre. La biologie se dit normalement sheng wu xue, sheng vivant, ou objet. Sheng wu signifie les êtres vivants. C'est donc l'étude des êtres vivants. Pour une question pratique, on emploie sheng wu tout simplement pour parler de cette matière. L'histoire avec un grand H se dit li shi. Li peut signifier le passé, le calendrier, les expériences. Shi, les chroniques. C'est donc l'apprentissage des chroniques du passé. Ça fait sens, non? La géographie se dit ti li, ti, la terre, li, la raison. Est-ce que la géographie reflète la raison de la planète? Ah, ça aurait pu être un sujet de philo, non? En parlant de la philo, on n'a pas cette matière. En revanche, nous avons une matière intitulée Si xiang zhengzhi. Si xiang, pensée, idéologie. Zhengzhi, politique. C'est l'étude des pensées politiques en Chine. Voilà, c'est fini pour ce Sur le bout de la langue, sur le Cao. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut Wang Zhe. 你好，李松。Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Alors, pourquoi tu m'as proposé ce parc? On entend les cigales. D'accord. C'est calme ici. Assieds-toi. Ok. Je m'appelle Wang Zhe. Je suis originaire de Pékin. J'ai 44 ans. Je travaille dans le domaine de création des contenus digitales, en particulier pour les entreprises françaises. En 1996, tu as choisi d'étudier la langue française à l'université. Et pourquoi ce choix-là? Parce qu'à l'époque, j'ai grandi à Pékin et on avait assez peu d'accès à la littérature étrangère. Les littératures de Balzac et de Maupassant étaient parmi un des rares choix pour moi. Et j'aimerais bien pouvoir lire la littérature française en langue française. C'était un rêve pour moi. Raconte-nous un petit peu ta première rencontre avec cette langue. J'avais du mal à apprendre le son R. Je me rappelle, j'ai passé un mois à boire de l'eau, à essayer de garder dans le gorge, de pouvoir prononcer le R. Cela m'a un peu marqué. Mais en même temps, une fois j'ai passé l'obstacle et j'ai adoré parce que je trouve c'est fascinant de pouvoir muscler les différentes parties de mon visage. Quand est-ce que tu es allé en France pour la première fois? Quelles étaient tes premières impressions à ton arrivée en France? Quand je suis allée pour la première fois en France, c'était en 1998, le siècle dernier. J'étais sélectionnée comme une des 5 Chinois pour aller voir le Coupe du Monde de 98 en France, lors d'une occasion de francophonie à l'époque. En Chine, je n'ai jamais vraiment voyagé. J'ai grandi à Pékin. À mon époque, on voyageait très peu. Je n'ai jamais pris l'avion avant d'aller en France, même à l'intérieur de la Chine. Et le fait de pouvoir prendre l'avion dans un pays très différent de la Chine, et aussi lors de la francophonie, de pouvoir rencontrer les gens du monde entier, les jeunes du monde entier, ça m'a vraiment ouvert d'esprit. Et c'est à ce moment-là, j'ai décidé après, j'ai voulu continuer mes études en France. Après avoir étudié le français à l'université à Pékin, qu'est-ce que tu as fait comme études? Et mon école à Pékin, ils ont eu un programme d'échange avec l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud de France. C'est là que j'ai préparé le diplôme pour aller à Sciences Po Paris. Sciences Po m'a donné vraiment l'ouverture d'esprit. C'est vraiment très différent où j'étais à Pékin en Chine, parce qu'il y a beaucoup d'autonomie, beaucoup d'initiatives qui devaient être prises chez les élèves. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte, je veux faire du journalisme une fois être diplômée de Sciences Po. Je sais que tu as une passion pour la photo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta passion? J'ai toujours adoré l'image, mais quand j'étais au journal Le Monde, il y a eu une occasion qui m'avait présentée tout seul parce qu'il y a l'édition Autrement à Paris qui a cherché un journaliste chinois avec un journaliste français ensemble à rédiger un livre sur Pékin. C'était un livre de reportage. Ils avaient besoin d'un photographe et du coup je me suis portée volontaire. Je pense que j'ai un œil assez humain parce que j'aime bien les gens, les contacts avec les gens. J'ai développé pas mal jusqu'à aujourd'hui un format portrait qui me passionne particulièrement. J'ai commencé à travailler avec les magazines françaises comme Paris Match, VST. C'est quelque chose qui me passionne. Je crois que tu as exposé tes photos en France.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expositions? Quand je réalisais un sujet à l'époque sur les Chinois en Afrique, et ça m'a eu l'idée de faire un livre en chinois sur les Chinois en Afrique. Je continue toujours dans mes idées de portrait. J'ai fait un livre de reportage après à Paris, à la mairie de 13e et aussi à Sciences Po, mon école. J'avais fait 2 expositions sur ces Chinois en Afrique, qui est un sujet qui me tient à cœur. Qui est ton photographe francophone préféré? Pourquoi? De Barton, bien sûr. J'aime bien son côté réalisme, parce que pour moi c'est très français. Les photographes chinois souvent cherchent la beauté absolue, et il y a 2 ans, j'ai eu la chance de le rencontrer à Shanghai. Il est venu avec son épouse et j'ai enfin pu le voir et pouvoir échanger avec lui. C'était un grand moment de plaisir pour moi. Pourquoi tu as choisi de créer ton entreprise à Shanghai? Shanghai, c'est une ville qui a un magnétisme, qui bouge, qui avance. L'entreprise me permet de pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de créer des contenus. Pour moi, c'est important, c'est un moyen, un outil de communication, de pouvoir parler aux autres, de pouvoir parler de la Chine, de pouvoir parler de la France aux Chinois, un peu comme toi en fait. Et tout ça, c'est Shanghai, c'est la ville qui m'a donné l'opportunité aussi. Ça fait 20 ans que tu travailles entre la France et la Chine. Selon toi, qu'est-ce qui manque pour apporter une meilleure compréhension entre les 2 pays? J'essaye de raconter à la France ce qui se passe dans la société chinoise et aussi aux consommateurs chinois, c'est quoi les produits français et tout ça. Et pour moi, je trouve qu'il y a une règle essentielle, c'est de pouvoir utiliser le langage des autres pour raconter l'histoire. Pas que la langue française, mais aussi tout l'esprit général, tout le savoir-faire, toutes les façons de faire. C'est très très important de raconter avec le langage des autres l'histoire. C'est un règle d'or pour moi. Bon, Ranger, super intéressant. En tout cas, j'ai découvert plein de choses sur ta vie, aussi sur tes activités professionnelles. Et pour en savoir plus, est-ce que tu as un site de ton entreprise? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez aller sur une de mes sociétés, c'est umaprod.com. D'accord. Voilà, okay. Il y a plus de choses, plus de reportages, des images, des photos. D'accord. Voilà. Sur ce, je te laisse. Merci beaucoup, Lisson. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances. Eh bien, je vous donne rendez-vous après les grandes vacances d'été pour une nouvelle émission du Journal débridé. Allez, à bientôt.